Vous pouvez poser des questions par rapport à ce qui s'est passé hier soir. Pas grand-chose, c'est autre chose. Les flashs sont interdits. Non, mais avec cet appareil photo en bois, je ne sais pas si tu vas aller faire des photos. Bon, oui, alors, donc, je ne sais pas par rapport à hier soir, est-ce que vous avez envie de parler de deux ou trois choses, je ne sais pas. Profitez-en, parce que après, ça sera trop tard. Donc, on peut attaquer Cavalier, d'accord, oui. Donc, tout le monde est là, normalement. Oui, donc le film que nous allons voir maintenant, c'est un film d'Alain Cavalier qui s'appelle Le Filmeur. Donc, avec ce titre, c'est tout un programme. C'est un film qui est sorti en salle en 2005 et dont visiblement le tournage, enfin, je pense tout le tournage a été tourné en 2001. Corrigez-moi si je fais une erreur, mais donc d'après le film, il y a un certain nombre de repères, notamment les attentats du 11 septembre, c'est pendant son tournage. Donc voilà, pour vous situer ce film. Alors simplement, c'est important de dire qui est Alain Cavalier, d'où il vient. En fait, c'est un cinéaste qui a commencé à faire des films au début des années 60, qui a fait plusieurs films avec ce qu'on appelle des vedettes, notamment Alain Delon, Catherine Deneuve, Romy Schneider. Tu me corriges, Joseph, si je oui. Des films comme Le combat dans l'île, La chamade, d'après le roman de Françoise Sagan. Donc c'est un cinéaste qui était dans les années 60-70, qui était très reconnu. Son cinéma était un cinéma qui sortait en salle commerciale, qui avait un certain succès. Mais cela dit, il ne faisait pas partie, je dirais, des Godard du cinéma français, des gens, quand je parle de Godard, c'est avec beaucoup de guillemets, mais c'était Godard, c'était Bresson, c'était Tati, c'était Pierre Etex, c'était Rohmer, c'était quelques cinéastes comme ça. Lui, il était plutôt, si vous voulez, dans la... juste un peu derrière, voilà. C'était un des bons cinéastes français, voilà. Et puis, il y a des événements dans sa vie qui vont se passer. Et dans les années 70, déjà, on sent qu'il y a un craquellement dans sa manière d'appréhender la vie et le cinéma. Et notamment, il réalise en 1978 un film qui s'appelle « Ce répondeur ne prend pas de message ». Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un film qui dure 1h05, donc il est assez court pour un long métrage, et qui raconte, écoutez, si on veut, une sorte de descente aux enfers en fait d'un personnage, c'est Alain Cavalier. Bon, dans sa vie, il a perdu sa compagne dans un accident. Donc à ce moment-là, il remet beaucoup de choses en question. Et il remet même en question une certaine façon de faire du cinéma pour un peu se renfermer sur lui-même et de faire un cinéma beaucoup plus intime. Ce répondeur ne prend pas de message, c'est quasiment un film expérimental. Je ne sais pas si ceux qui connaissent le film partagent ce que je dis, mais c'est plus intéressant, je dirais, que du cinéma expérimental pur. Ça va au-delà, parce qu'il y a une dimension intime qui est très forte. Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais vu le film, je l'avais vu même en projection de presse, donc je ne l'avais pas vu avec un vrai public.
Et j'étais en fait passé à côté de plein de choses. En le revoyant là, ce week-end, et en ayant vu tous les films qu'a fait Alain Cavalier là, depuis quelques années, donc ça m'a permis de voir beaucoup de choses que j'avais absolument pas vues à l'époque. J'étais passé complètement à côté, et bon, j'avais compris à l'époque qu'il se passait quelque chose chez Alain Cavalier qui était perturbé, et je ne savais pas ce que c'était. Voilà. Et donc, petit à petit, la pratique cinématographique d'Alain Cavalier va se modifier, et c'est surtout avec les années 90, et en fait, les années 90, c'est, comment dire, c'est l'arrivée des petites caméras, c'est-à-dire que, quand je parle des petites caméras vidéo, et là c'est intéressant de faire un petit retour en arrière, la vidéo, au départ, était quelque chose d'extrêmement lourd. Au départ, bon, la vidéo a été inventée disons, à la fin des années 50. C'était utilisé que par les chaînes de télévision. C'était des caméras absolument énormes. Il fallait plusieurs personnes pour les déplacer. En fait, c'était un peu comme les caméras 35 mm en cinéma. C'était des mastodontes. Et au fil des années, à partir des années 70, on a commencé à imaginer des caméras vidéo plus légères. Et on a même inventé un concept, je dirais au milieu des années 70, de caméra légère. Et quand on disait caméra légère en vidéo, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez imaginer. Ça voulait dire qu'on pouvait filmer en vidéo avec deux personnes. C'est-à-dire qu'il y avait une personne qui avait la caméra, et deux personnes qui portaient le magnétoscope, qui faisait, je sais pas, qui faisait 40 ou 50 kilos, avec la caméra soit reliée à ce magnétoscope, et donc on pouvait tourner avec deux personnes. Voilà. C'était déjà une révolution. Et au début des années 80, on a inventé ce qu'on appelle le caméscope, c'est-à-dire qu'il y a en même temps la caméra et le magnétoscope qui sont intégrés l'un à l'autre, et on a fait, le magnétoscope est tout petit, c'est-à-dire que les premiers caméscopes sont relativement petits au début des années 80. Et là, au début des années 90, on trouve des petits caméscopes un peu comme aujourd'hui. Donc, ça devient possible pour un cinéaste de filmer l'image et le son tout seul, sans rendre compte à personne, sans avoir besoin d'un ingénieur du son ou d'un caméraman. Et donc, Alain Cavalier fait partie de ces quelques cinéastes, il y en a peu, qui auparavant œuvraient dans un cinéma commercial de type classique, avec une équipe technique à l'image qui tournait en 35 mm, et qui commence à tourner avec sa petite caméra, et donc il défriche complètement le terrain, et en fait, il a une idée, qui n'est pas révolutionnaire, d'autres cinéastes ont eu cette idée avant, notamment Joseph Norder dans son journal filmé, mais quand il filme, alors quel que soit, s'il filme un objet, s'il filme une personne, s'il filme, je ne sais pas, un bâtiment, en général, il fait en direct, je dis bien en direct, on peut appeler ça un commentaire, ça devient une voix quand on voit le film, mais donc il marie tout de suite, si vous voulez, l'image avec le son, mais quand je dis le son, et la parole. Donc chaque fois qu'il va filmer, presque toujours, il y a toujours des commentaires. Donc ça veut dire que quand il va filmer, je ne sais pas, un objet, il prévoit, voilà, il choisit son cadre, tout ça, et je pense qu'il sait déjà ce qu'il va dire, il réfléchit déjà à ce qu'il va dire, et au moment où il appuie sur la caméra, donc, il y a deux actions qui sont communes, c'est pas facile parce que filmer n'est pas déjà simple, et donc il filme et en même temps il parle. Donc ce sont deux actions, je dirais, qui sont au départ antinomiques, et lui il arrive à les marier, et donc ça fonctionne. Et en 1995, donc, son film qui s'appelle La Rencontre, qui est la rencontre avec son ami, et donc le premier film, en tout cas au niveau long métrage, qui est conçu de cette façon-là. Voilà. Donc à ce moment-là, le film, il a eu l'idée de le sortir en salle, et en fait, pour le sortir en salle, il fallait qu'il soit sur un support pellicule, et il a l'idée de refilmer un écran de télévision, il le refilme en 35 mm. Alors je parle sous Joseph Norder, qui connaît bien l'œuvre d'Alain Cavalier,
si à un moment donné je fais une erreur, mais merci de me le préciser. Et donc c'est bien La Rencontre, le film pour lequel Alain Cavalier refilme son écran de télévision en 35 mm. On est bien d'accord. Hein. Voilà. Et donc le film est présenté au Saint-André-des-Arts, qui est une excellente salle de cinéma à Paris, mais il est présenté une séance par semaine. Et en fait, ça va très bien marcher, ça va durer pendant des mois et des mois. Alors que c'est un tout petit film, c'est un objet presque amateur et qui est à la disposition du public. Et donc, il va continuer avec cette méthode de travail, c'est-à-dire prendre une petite caméra. Alors, dans les années 90, c'est de l'analogique, et puis à partir des années 2000, c'est du numérique, mais en fait, ça ne change pas grand-chose. Donc, c'est cette petite caméra. Donc, quand on voit les films, on peut voir ces caméras, parce que parfois, on voit Alain Cavalier qui est reflété dans un miroir ou dans une vitre. Donc, on voit que c'est vraiment une toute petite caméra. Une caméra comme celle-là qui nous filme. Et donc le film là qu'on va voir, le filmeur est fait sur le même principe que La Rencontre dont je viens de parler. Alors, par rapport au thème qui nous rassemble ici, par rapport au journal filmé, est-ce que Alain Cavalier tient un journal filmé? Alors, à ma connaissance, non. Bien qu'il filme beaucoup en numérique, enfin, à ma connaissance, je ne crois pas qu'Alain Cavalier fasse un journal filmé. Donc en fait, sa pratique ressemble beaucoup à un cinéaste qui tient un journal filmé, parce qu'il filme très régulièrement. Mais en fait, tout ce qu'il filme, c'est toujours par rapport à un but très précis, c'est par rapport à un film précis. Et donc, par exemple, le filmeur, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais je pense que ça a pris peut-être 6 mois, peut-être presque 1 an. Il s'est mis d'accord avec une production pour avoir un peu d'argent. Il se fait salarier par la production. Et pendant donc 1 an, il va filmer beaucoup en numérique sur le thème précis de son film. Et il va se retrouver avec un matériel important au niveau de l'image et du son. Et après, il va y avoir un travail de montage. Et donc, le travail de montage, c'est un peu l'inverse du journal filmé, parce que le principe d'un journal filmé, c'est un cinéaste qui filme un peu au jour le jour, peut-être pas tous les jours, mais très régulièrement. Et donc, le film est daté, par exemple, je sais pas, 5 janvier, voilà, il y a une séquence qui se passe à l'endroit 7 janvier. Donc, au début de chaque séquence, il y a une date, et donc il y a la séquence qui suit, et comme ça pendant des mois. Et les cinéastes qui font des journaux filmés sur de longues années, on peut suivre comme ça sur les années. Et donc, dans ce qui est filmé, il peut y avoir des choses extraordinaires ou des choses extrêmement banales. Mais ce qui est intéressant justement dans un journal, c'est cette accumulation comme ça de choses qui sont à la fois banales et spectaculaires. Ça fait un tout. Et c'est un peu comme le journal écrit. Si vous lisez des journaux d'écrivains, d'André Gide, de Léoto, de Julien Gris, bon, il y a une sorte de mise à nu quotidien. Donc voilà, c'est une sorte de relevé comme ça de faits ou d'émotions qui sont mises comme ça au fil des jours les unes à la suite des autres. Alors là, c'est pas du tout le cas de Alain Cavalier. Alain Cavalier, lui, comme je vous le disais, quand il filme, c'est toujours pour un but précis, c'est pour un film qu'il doit faire. Et donc, peut-être qu'il va filmer pendant 1 an, un peu au jour le jour, sur le thème de ce film-là, mais après, quand il va faire son montage, il va choisir les plans, les séquences qui correspondent à ce qu'il veut mettre dans son film. Et donc, tout ce qui est peut-être moins, je ne sais pas, peut-être trop quotidien, trop banal, peut-être que ça va sauter, et puis peut-être plutôt conserver des moments qui sortent de l'ordinaire, des moments magiques, comme vous verrez, la façon dont il filme les animaux, par exemple, les oiseaux. Donc il y a des moments comme ça. Alors, vous allez voir, des fois il y a des oiseaux qui entrent dans son appartement pour avoir cette petite séquence qui va durer peut-être 30 secondes, 1 minute.
peut-être qu'il a filmé pendant des dizaines de minutes, peut-être pendant des heures, je ne sais pas. Ça, on ne connaît pas tous les rushs qu'il a tournés. Quand on voit un film sur un écran, on voit le résultat fini, mais on ne sait pas toutes les heures, toutes les journées de tournage, toutes les heures d'images qui ont été filmées. Donc, en fait, il procède un peu à la manière d'un cinéaste, je dirais, plus classique. Et là, peut-être le côté banal, peut-être ne va pas l'intéresser, ou peut l'intéresser peut-être à un moment dans son film, mais je pense toujours son but, c'est son projet, son projet de film, et donc il va écarter par exemple des séquences qui sont très intéressantes, qui sont magnifiques, mais il les écarte parce qu'à un moment donné, elles n'entrent plus dans son film. Elle ne s'articule plus, et donc il est obligé de les enlever. Et d'ailleurs, dans le coffret, où il y a la rencontre, le filmeur et ce répondeur ne reprend plus de messages, dans ce coffret, il y a, je crois, 8 courts-métrages, en fait, qui sont des petits films qui durent entre 2, 5 minutes, 6, 7 minutes maximum. Ce sont des sortes de rushs qu'il n'a pas utilisés pour le filmeur, mais qui sont vraiment très, très intéressants. Et au lieu de les jeter à la poubelle, qui disparaissent, il en a fait des petits courts-métrages, et on voit qu'il a, dans les choses qu'il ne conserve pas, il y a des choses qui sont très réussies. Mais à ce moment-là, elle ne s'intègre plus dans la fiction de son film. Donc, le montage dans des films comme Le Filmeur est quelque chose d'extrêmement ardu et extrêmement compliqué. Par exemple, si vous prenez un film, je dirais plus classique, avec un scénario, un vrai scénario, divisé en séquences, divisé en plans, donc on peut, quand on a un tournage, on suit le scénario, et après, au niveau du montage, c'est relativement facile de monter le film. Là, pour le film d'Alain Cavalier, je pense que le montage est extrêmement difficile. Je pense que ça va être très long. Peut-être que Joseph, qui connaît bien Alain Cavalier, peut nous le confirmer. Mais j'imagine qu'il passe énormément de temps au montage, en faisant pas mal d'essais, avec telle ou telle séquence, et il doit tâtonner beaucoup pour arriver au résultat que nous voyons, qui semble complètement limpide. Je pense qu'il y a beaucoup de travail. C'est un travail très long. Contrairement, donc, je dirais, à un cinéma classique où, à la limite, vraiment, le montage découle vraiment du découpage. Et bon, il y a toujours des détails, bien sûr, à améliorer dans un montage, mais il y a une logique, il y a vraiment une logique. Chez Alain Cavalier, il y a une logique, mais ce n'est pas la même. Je dirais, c'est presque un travail un peu, peut-être comme un peintre. C'est-à-dire que voilà, il y a des couleurs, des séquences comme ça, bon, telle séquence, tiens, sans doute que cette séquence va entrer dans le film à tel moment, mais il ne sait pas encore comment, parce que ça dépend de la séquence qu'il va y avoir avant et de la séquence qu'il va y avoir après. Et c'est vraiment, ça doit être, au niveau du montage, ça doit être très euphorisant, j'imagine, parce qu'on a vraiment, je pense, dans un montage d'un film de Cavalier comme Le Filmeur, on doit vraiment avoir l'impression d'accoucher de quelque chose. Alors que souvent, le montage dans beaucoup de films, il est vraiment la pointe ultime du film, mais tout était déjà dans le scénario. Alors, il y a plein d'exemples de films, beaucoup moins aussi, peut-être moins dans les générations d'aujourd'hui, mais il y a des grands metteurs en scène du cinéma, parmi les plus grands maîtres du cinéma, qui ne mettaient quasiment pas leur pied dans la salle de montage, parce que leur scénario, leur découpage était tellement bien fait, le tournage était tellement bien fait, qu'à la limite, le montage se faisait de source. Des gens comme Hitchcock ou Villeneuve n'étaient pratiquement jamais leurs pieds dans la salle de montage. Hein. De temps en temps, ils passaient, mais il y avait une telle logique, et ça, c'était la grande période, je dirais, les maîtres hollywoodiens, ou des gens comme Fritz Lang. Bon, le montage était vraiment déjà conçu au moment de l'écriture du scénario. Après, le tournage confirmait tout ça. Alors que là, c'est vraiment exactement l'inverse. C'est des pratiques, c'est un cinéma complètement personnel, et le montage d'un film comme Le Filmeur
à mon avis, il tient des fois à pas grand-chose pour que ça puisse fonctionner d'une séquence à une autre. C'est vraiment, je dirais presque de la dentelle. Hein. C'est vraiment, il suffit de déplacer quelque chose pour que, déplacer un plan pour que tout s'effondre, que sa logique à lui, se casse la gueule d'un seul coup qu'elle n'existe plus. Donc moi je voudrais bien entendre parler Alain Cavalier justement sur son travail de montage, parce que c'est une pratique qui est, bon, je parlais proche d'un peintre, mais aussi d'un musicien aussi. Il y a, quand il commence le montage par exemple, c'est presque la page blanche, surtout avec tout un matériel, et voilà, comment il va organiser tout ça. Je pense que le premier jour, il ne sait pas encore comment va être son film. Voilà. Et donc, je reviens par rapport au tournage. Vous allez voir, il a une façon de filmer qui est absolument merveilleuse. Une façon de filmer des objets, c'est étonnant, parce que il leur donne une âme. C'est-à-dire quand il filme, je ne sais pas, un verre, je ne sais pas, un aspirine effervescent dans un verre, ça devient quelque chose de complètement différent. Alors que ce petit objet, ce petit médicament, personne n'y fait attention, ça fait partie des armoires en pharmacie, où vraiment on n'y fait pas attention, et lui, il le filme en gros plan, et c'est bien presque de la science-fiction. Alors je ne sais plus si c'est dans le filmeur ou dans la rencontre, ce plan, mais c'est étonnant. Donc, il donne une âme aux objets. Et un morceau, une pierre, une montre, la façon de filmer une montre. On a souvent une montre au poignet, on ne fait pas attention à des objets qui sont anodins, et lui, il leur donne une âme. De la même manière, la façon de filmer les animaux, les chats, les oiseaux. Les oiseaux, c'est surtout grâce à sa compagne qui est vraiment je ne sais pas si on peut dire une spécialiste des oiseaux, mais enfin qui aime vraiment beaucoup les oiseaux. Et on dirait que ce sont des oiseaux qui font partie de son univers. Alors, ce sont des oiseaux qui arrivent, qui viennent manger quelques graines, qui entrent chez lui, mais on dirait qu'ils font partie de sa maison. Et vraiment, tout ce qu'il filme, il y a quelque chose, un amour. C'est-à-dire que c'est jamais glacé, c'est jamais lointain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il filme quelque chose, il se marie avec la chose. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de distance, que ce soit un objet, un animal ou un être humain. Il n'y a pas la barrière de la technique, parce qu'une caméra, c'est de la technique. Même si c'est une petite caméra, c'est quand même de la technique. Et il a pulvérisé cette technique, et on oublie complètement qu'il y a une caméra. C'est-à-dire qu'il passe de l'autre côté du miroir. Et c'est très difficile d'arriver à atteindre ça. Il n'y a pas beaucoup de cinéastes qui sont parvenus comme ça, à faire disparaître complètement l'idée de la caméra. Et lui, il y arrive. Et il y arrive donc par cette manière de filmer, qui est très sensuelle, et aussi, parce que je disais tout à l'heure, par ces commentaires qu'il fait au moment où il filme. C'est-à-dire que je peux vous dire que c'est pas facile de filmer en faisant des commentaires. Déjà, de filmer, c'est déjà pas facile, mais en plus, en faisant des commentaires, d'avoir deux actions qui sont presque opposées, et d'arriver à les faire en même temps, et que ça fonctionne, c'est une performance. Vraiment, c'est une performance. Et c'est ça, c'est ça qu'il a réussi, donc à partir des années 90, à faire. Alors, pourquoi, comment? Je pense que la force d'Alain Cavalier, par rapport à ce style ou à cette esthétique, c'est que c'est quelqu'un d'une génération, donc il va avoir près de 80 ans, sauf erreur. Hein. Voilà, bon. Donc c'est quelqu'un qui a une culture qui n'a rien à voir avec la culture des gens comme vous, des gens qui ont 20 ans. Il a eu une formation complètement différente, c'est-à-dire qu'il a eu une formation qui est de son époque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'essaie de schématiser au maximum, mais les gens ont une formation très spécialisée, et dans le domaine dans lequel ils sont extrêmement pointus,
ils sont imbattables, mais ils n'ont pas le reste, souvent ils sont incultes. Alors que la génération de Alain Cavalier, on s'intéressait à tout, à tous les domaines de la vie. Et donc, c'est sa culture à lui. Et par exemple, dans ses films, bien qu'il n'y ait pas d'écrit, il y a une force de l'écrit. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit quand il filme, quand il est en direct en train de filmer, c'est quelque chose qui a été très préparé, à mon avis. C'était très écrit. Alors peut-être que ça n'a pas été écrit comme ça sur du papier, mais en tout cas, ça a été écrit en lui. Et quand il parle, il choisit à chaque fois le mot qu'il faut. C'est extrêmement précis et il est capable de s'intéresser à tout. C'est-à-dire que vous allez voir, il n'y a pas de sujet qui ne l'intéresse pas, mais il va s'intéresser à des choses, je ne sais plus, quand il filme aussi, par exemple, oui, je pense à une chose, comme il voyage beaucoup pour présenter ses films, donc il aime filmer les chambres d'hôtel. Donc vous allez voir la façon qu'il a de filmer une chambre d'hôtel, c'est très, très étonnant. Aussi, souvent il est dans des cafés, ça, la façon de filmer dans les cafés. Voilà, enfin il y a. Donc cette culture, je dirais classique, qui n'est plus. Qui a été, comment dire, depuis une trentaine, depuis une quarantaine d'années, qui a été un peu mise de côté, lui permet d'être quelqu'un d'extrêmement ouvert. C'est-à-dire que le danger de la spécialisation, donc toutes nos sociétés occidentales sont très spécialisées, le danger, c'est d'être enfermé sur son domaine et de ne pas s'intéresser aux autres. Lui, vraiment, à l'évidence, c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout. Il n'y a pas de sujet qui pourrait ne pas l'intéresser. Alors, il y a des sujets sur lesquels il passe très très vite, mais on voit qu'il est absolument ouvert à tout. Donc c'est une culture humaniste c'est un peu les dernières générations qui ont cette culture-là. Alors peut-être que dans les générations futures, on reviendra à ce type de culture. Ça, je l'ignore, on ne peut pas savoir. Mais il est vraiment le prototype de cette culture-là. Et pour moi, c'est un avantage, parce qu'il est ouvert à tout. C'est-à-dire qu'il n'a pas de préjugés. Voilà, bon, ce que je dis là, c'est presque de la palissade. Un artiste, il faut qu'il soit ouvert, il ne faut pas qu'il ait de préjugés. Ça semble évident pour un artiste. Mais souvent, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que je pourrais dire en plus. Peut-être que si vous avez des questions à poser, voilà. Bon, je sais que c'est plus simple de parler après qu'on a vu le film, mais comme je suis là, à votre disposition, si vous avez, je ne sais pas, 2 ou 3 questions à me poser, allez-y. Est-ce que vous connaissez déjà les films d'Alain Cavalier en général? Non? Il y en a qui les connaissent? D'accord, donc... Dieu réaliste, Thérèse, il est déjà dans ce système de travail. Non, mais c'est un peu c'est justement, c'est un peu la fin, la queue de la comète. Thérèse, c'est déjà plus le cinéma des années 60, quand il faisait La Chamade, par exemple, Le Combat dans l'île. C'est des films qui sont produits de façon, je dirais, traditionnelle. Avec des vedettes, avec un super scénario, avec des vedettes, produit par une boîte de production qui a pignon sur rue, qui a l'habitude de travailler sur ces films-là. Là, déjà, avec Thérèse, il est à la fin de ce système-là, et en fait, sans doute que lui ne le sait pas encore, il est prêt à basculer dans cette manière de faire du cinéma à la première personne. Je est un film, comme dirait Alain Bergala et Pierre de Dijoie, et on s'aperçoit en fait, ce qui est bon, parce que là je pensais, on dirait après, mais je pense que Alain Cavalier était fait pour faire le cinéma qu'il fait là, pour le filmeur. C'est-à-dire quand il a commencé à faire des films au début des années 60, c'était pas possible.
ça n'existait pas. Même si on voulait tourner avec des petites caméras, c'était des petites caméras en 1960, c'était quand même du 16 mm, c'était bon, c'était quand même lourd. Les petites caméras comme ça, qu'on a tous maintenant, ça n'existait pas, on en était encore loin. Donc lui, il a dû passer étape après étape. Et ce qui est intéressant, c'est que son itinéraire, il va vers un cinéma, il va vers une pratique d'un amateur. Alors qu'au départ, il est un cinéaste hyper professionnel, en travaillant avec les plus grandes stars, et petit à petit, il va vers une pratique, je dis bien une pratique, de cinéma amateur. Et alors que souvent, c'est plutôt l'inverse. Il y a des cinéastes qui ont commencé dans le cinéma amateur et qui sont passés au cinéma professionnel. Il y en a quelques-uns comme ça qui ont fait ce chemin-là. Mais alors, la question qu'on pourrait se poser est pourquoi il n'y a pas plus de cinéastes comme ça qui étaient dans un cinéma commercial classique, hein, je mets les guillemets à chaque fois, pourquoi il n'y en a pas plus qui ont fait ce chemin-là, comme Alain Cavalier, pour atteindre comme ça une pratique de cinéma presque de Monsieur Tout le Monde ou Madame Tout le Monde. C'est quand même, en fait, il n'y en a pas beaucoup qui se sont retrouvés là. Parce qu'il y a bien Godard, qui dans les années 60 a fait tous ses chefs-d'œuvre en 35 mm, en scope, avec des stars, qui après, lui, est passé dans des films militants en 16 mm, c'était des structures beaucoup plus légères, et qui après, au milieu des années 70, est passé à la vidéo, mais c'était quand même de la vidéo assez lourde, et en fait, Godard, il a peu filmé lui-même, en fait. Même quand il tourne en vidéo, en général, il a toujours un opérateur et un ingénieur son. Il a tourné des fois un petit peu lui-même, mais assez rarement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Alain Cavalier, lui, qui ne touchait pas les caméras en 35 mm, qui filmait en 35 mm, à partir des années 90, il prend possession de cet outil-là, de ces caméras qui existent maintenant, et c'est lui qui va filmer, et il filme admirablement bien. C'est-à-dire que, je ne sais pas, mais il signerait caméraman, parce que le résultat, vous allez voir, c'est magnifique. Il filme avec une souplesse, ça baigne, quand vous voyez le film, c'est fluide, c'est presque toujours tenu à la main. C'est pas comme là où on est sur pied. Lui, la plus grande partie, c'est tenu à la main, et il tient à ce que ce soit tenu à la main. Parce que quand on tient à la main, ça bouge un tout petit peu. Et donc, quand il bouge un tout petit peu, mais pas beaucoup, hein, ça à peine, ça se voit même pas, mais on sent les vibrations de son être. C'est-à-dire que c'est presque son cœur qui bat, et c'est le cœur de sa caméra qui bat. Et il tient comme ça à avoir ces petits battements, et voilà. Et pour dire que sa caméra, il est complètement relié à sa caméra, que sa caméra aussi c'est lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus de différence entre lui et sa caméra. Voilà. Alors qu'un Godard, lui, il travaille toujours avec un opérateur, et en général, il aime bien travailler sur pied. Voilà. Allez-y. Hein. Puis Joseph intervient, parce que toi, l'avantage avec Joseph Border, tu auras l'occasion d'en reparler avec lui, c'est qu'il connaît très bien Alain Cavalier, donc ils ont échangé beaucoup de choses. Donc, ils ont fait un peu des parcours parallèles, mais pas en même temps. C'est-à-dire qu'Alain Cavalier a commencé avec le cinéma commercial pour aller vers une pratique plus intimiste, alors que Joseph Border, lui, a commencé avec un cinéma très intimiste pour aller vers un cinéma plus commercial. Comme par exemple El Cantor, je ne sais pas si vous avez vu El Cantor, qui est tourné en 35 mm. Et à un moment donné, les deux parcours se croisent, et justement, c'est au moment où ils se croisent, ces parcours, qu'il y a un échange dans les années 90 avec Alain Cavalier. N'est-ce pas? Maintenant? Non. Ah bon? Oui. Très bien, oui. On y va. Oui, le projectionniste. Alors c'est un film qui fait 1h15, 1h20 à peu près. Hein.
maintenant, c'est vous de parler. Donc, ça m'intéresserait d'avoir vos impressions. Donc, oui. Moi, j'ai trouvé ça parfois obscène, cette intimité trop. Pourquoi? Je sais pas, moi, ça m'a trop mal comme film. C'est certain que montre ce qu'on n'a pas l'habitude de voir en général au cinéma ou à la télévision. C'est-à-dire qu'il joue sans masque, hein. Vraiment, il montre la réalité crue. Et justement, c'est un des intérêts de ce film, de ce cinéma, c'est-à-dire d'enlever essayer d'enlever tous les filtres qui nous séparent de la réalité et qui jouent vraiment carte sur table. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des moments qui peuvent être insoutenables. Mais aussi, c'est la force du film, justement, c'est le fait de montrer de montrer la réalité vraiment crue, et ça atteint une certaine vérité qui est implacable. Vraiment, on ne peut pas se cacher, il ne se cache pas derrière des paravents. Voilà, donc c'est sûr que il y a des moments où ça peut être choquant. Mais en même temps, c'est ce qui fait la valeur de l'œuvre. En même temps, il a un regard quand même assez affectueux sur tout ce qu'il filme. Donc même les passages comme ça où on a l'impression qu'il, je sais pas, quand il filme sa femme et puis que ça l'énerve et tout, je sais pas, il réussit assez bien, je trouve, à équilibrer une espèce de viol de l'intimité de l'autre et en même temps un respect aussi de l'autre. Et la volonté aussi un peu de sublimer les gens qu'il aime autour de lui, parce que finalement il filme que les gens qu'il aime. Oui, je pense que c'est très juste ce que vous dites. Ah, oui. Moi je trouvais ça assez beau, en fait. Même les passages comme ça, ouais, où, je sais pas, je pense le passage où il filme sa femme pendant qu'elle dort et puis qu'elle se réveille, qu'elle a peur et tout. Enfin, oui, c'est des moments qu'on voit jamais au cinéma, parce qu'au cinéma, ils sont joués. Donc là c'est un moment de vérité. C'est vraiment des moments à mi-chemin, justement. C'est inclassable. Je ne sais pas si ça démontre, sa démarche, elle est complexe et en même temps fraîche et simple. C'est-à-dire que. On pourrait dire, à la limite, n'importe qui peut faire ça. Vous avez tous un caméscope, peut faire comme ça, saisir des moments comme ça de la vie. Bon, évidemment, mais avec le regard d'Alain Cavalier, ça prend une autre dimension. C'est vrai que ces moments comme ça d'intimité, c'est transcendé par son regard et ça atteint comme ça, ça atteint des moments où ces moments qui sont familiers, ces moments de réalité comme ça, les transcende, quoi. Ça devient vraiment autre chose, quoi. Je ne sais pas comment le définir, mais c'est à partir d'une sorte de réalité comme ça, brute, presque banale, on pourrait dire. Je ne sais pas si c'est le bon mot, il arrive à nous transporter dans un autre monde. Et à mon avis, ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est toujours une question de regard. Hein. C'est comme en photographie ou en cinéma, tout est dans le regard. C'est-à-dire qu'il y a des photographes, dès qu'ils font une photo, c'est génial. Il y a des gens, pendant toute leur vie, qui vont faire une photo, ils n'en font jamais une de bonne dans leur vie. Donc ça, c'est une question de regard. Et donc, Alain Cavalier, il y a un regard. C'est-à-dire qu'il y a une tendresse, comme vous avez dit, à chaque fois. Et la façon de filmer les oiseaux, par exemple, c'est incroyable. On dirait que ce sont ses amis, les oiseaux, qui se connaissent. Et il arrive à saisir, comme ça, ces moments, normalement, c'est très difficile à filmer des oiseaux
qui se croient complètement non vus. Hein. J'imagine que ces oiseaux sont là, ils disent voilà, personne ne me voit, je peux manger mes graines. Et en fait, il y a Alain Cavalier qui est là, qui enregistre tout ça. Et voilà, il n'y a pas besoin comme Hitchcock avec les oiseaux, d'avoir un dresseur d'oiseaux. Là, c'est vraiment des vrais oiseaux qui sont en totale liberté. Tout le film est à cette image-là. Oui, et encore. Vous n'avez pas d'autre chose à dire? Ah, oui. En fait, le truc qui fait, je pense que j'ai beaucoup plus aimé celui-là que le Noir dans le Juge Tropical, c'est le fait que la parole soit plus ouverte aux gens qui sont autour de lui. Enfin, sa femme peut faire partie de la voix off aussi quand elle commente un événement avec lui derrière la caméra. Elle est aussi sujet, mais enfin, c'est plus souple. Oui, mais là, c'est oui, vous ne pouvez pas comparer. Enfin, tout est comparable, bien sûr, mais là, donc, le film de Mémoire d'un juif tropical, je m'avance peut-être, et c'est un film de fiction, d'une part, avec des personnages qui jouent un rôle, et d'autre part, c'est un film avec une voix off. Alors que là, par exemple, tout le film, c'est ce que j'ai expliqué au début, du début à la fin, ce sont que des choses qui sont dites en direct au moment où c'est filmé. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien qui est rajouté, et même ça va plus loin. Alain Cavalier dit même, je crois, hein, c'est que même il ne change pas de place. C'est-à-dire que par exemple, quand il peut dire une phrase à un moment donné, en filmant, je ne sais pas, une cafetière par exemple, et puis cette phrase, on pourrait se dire, bah, tiens, elle est plus intéressante que quand je filme, je ne sais pas, la tasse par exemple. J'ai déplacé ce morceau de parole pour le mettre à un autre endroit. Et ça, il s'y refuse. C'est-à-dire que quand il dit quelque chose de précis, quand il dit des phrases, c'est à chaque fois sur les images que nous voyons. Donc c'est un exercice de style très particulier, parce qu'il pourrait très bien, c'est vrai, changer de place, le son, le mettre à une autre image, ce qu'on fait très souvent au cinéma. Non, il s'y refuse, hein, c'est une question d'éthique pour lui. Donc, alors, c'est quand même deux démarches complètement différentes. Tout est comparable, mais là, c'est quand même entre une démarche de fiction et une démarche d'observation de la réalité. C'est quand même, je trouve que c'est aux antipodes. Ce sont deux films qui sont aux antipodes. Comme le réalisateur est là, il peut donner son point de vue. Moi, c'est mon point de vue. Moi, puis au-delà de la fiction. S'il y avait une personne qui voulait parler avant. Oui. C'était juste pour remarquer que justement dans sa démarche sur la Cavalier, on sent qu'il est de plus en plus à l'aise à parler en même temps du film. Au fur et à mesure du film, il a un débit plus en plus. Ah bon, vous avez remarqué ça? Oui, ça, je n'ai pas remarqué, mais peut-être. Parce que, oui, c'est possible. Au niveau de la quantité. Parce que ça, c'est quand même une chose qu'il faisait déjà avant dans d'autres films, notamment. C'était en mise en place quand même au début du film. Il faisait déjà ça dans La Rencontre, qui quand même fait plusieurs années avant. Mais bon, peut-être vous avez peut-être raison. Non, puis il le dit en plus. Enfin, au début, quand il s'assoit dans sa salle de bain, il le dit ouais, parler en filmant, c'est pas encore ça. Et puis après, ça marche. C'est ça, c'est mis en scène. Oui, c'est un effet de style. Oui. Bon, à un moment, il dit aussi qu'il a fait, enfin, je ne sais pas si c'est vrai, mais quand il parle du nombre de cassettes qu'il a tourné, s'il en a effectivement tourné 800, donc s'il y a 800 heures de rush. Ça, je ne crois pas un seul instant. Je pense que c'est une blague, mais. Oui, il y en a moins, mais quelques centaines quand même. Oui, mais voilà, mais je pense qu'il y en a quand même énormément. Oui, il y a 200 peut-être, c'est déjà pas mal. Parce que filmer en parlant, c'est un sacré travail. Et, je pense pas qu'il y en ait 800. C'est là, il aurait qu'à savoir. Oui, vous vouliez dire. C'était oui, à propos du rapport la différence justement entre le
film de Joseph Mantel et puis le film qu'on vient de voir, c'est que le film Les Mémoires d'un Juif tropical, ça joue aussi sur la disparition. Il le dit à un moment, c'est les gens qui filment, etc., c'est des gens qui ont disparu. Alors que dans ce film, c'est justement, non, c'est vraiment, il filme sa présence au monde, la présence des gens au monde, des objets de film. Donc, je pense que c'est pas comparable, on peut dire, je préfère. Moi, je trouve que c'est deux cinémas bon, très éloignés, quoi. Au niveau de la démarche, mais évidemment, il y a un moment donné où il y a des croisements qui s'opèrent. Mais la mise en scène est quand même très différente. Alain Cavalier, il fait de la mise en scène, en nous faisant croire qu'il ne met pas en scène ce qu'il filme. Mais tout est mis en scène, parce que les objets, il les place d'une certaine façon, il cadre d'une certaine façon, et c'est une forme de mise en scène. Bon, c'est sa mise en scène à lui, elle est différente de la mise en scène classique, mais tout est mis en scène à sa manière. Il ne faut pas croire qu'il arrive là, il appuie sur un bouton et puis il enregistre ce qu'il voit. À chaque fois, j'imagine que tout est, le cadre est très étudié, il essaie de trouver le bon cadre, et que nous, ce que nous voyons, c'est une sélection, c'est un choix au niveau du montage, et que peut-être pour telle ou telle séquence, il y a eu de nombreuses prises avec des angles différents, ou qui ne donnent pas le résultat qu'il espérait, et puis à un moment donné, il trouve vraiment le bon plan, enfin le bon cadre, la bonne parole qui est dite sur les images, et puis voilà, il dit, voilà, ça c'est sélectionné, c'est dans le film. Mais j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de tâtonnements, ce qui est logique, parce que c'est une façon de travailler qui implique qu'il va y avoir plein de déchets, en fait. C'est pas comme un film avec un scénario bien précis, avec un cameraman, une équipe, où là, on a tel plan à faire. À la limite, il y a des films, par exemple, Romer ou Garrel tournent souvent comme une seule prise. Ils vont faire une deuxième prise si jamais il y a quelque chose qui n'est pas parfait, mais souvent c'est en une seule prise. Alors que là, c'est très particulier, parce que souvent c'est peut-être qu'une seule prise, mais il y a plein d'autres prises qui ont été faites un peu différemment, enfin, où il a filmé un peu différemment l'objet ou la personne qui le filme ou l'oiseau qui le filme. J'imagine que pour une séquence que vous voyez là, il y a toutes sortes d'autres plans qu'il a fait, qui sont un peu sur le même objet, mais qui ont été faits de façon différente. Après, c'est le montage qui décide aussi. Tout dépend le plan qui est mis avant et le plan qui est mis après. Donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a un très gros travail de montage et qui doit être assez long et qui est pas facile. Et petit à petit, le film doit prendre forme, mais il prend forme, je pense, au bout d'un certain temps. C'est pas un coup de baguette magique comme ça qu'on se retrouve avec une continuité, puis voilà, le film est fini, il peut être projeté. C'est pas du tout le cas. À mon avis. Hein. On peut peut-être prendre une petite pause, non? Rapide. Je sais pas où on finit, je sais pas. On va finir, mais on reprend à 2 heures à l'école. Donc c'est une... Si je peux me permettre de dire quelque chose par rapport à, je ne sais plus qui disait ça, comparer les deux films, effectivement, il me semble que ce n'est pas comparable, mais par contre, là où on pourrait se rejoindre, c'est que ces deux réalisateurs, à mon sens, sont des poètes, et qui nous mettent dans un état où on peut partir dans leur histoire, et pour moi, c'est exactement comme de la poésie. Je pense que c'est plus le truc de l'absence et de la présence. Le film d'hier, voilà, ça joue. Et à un moment, il y a vraiment la phrase, je ne sais plus exactement, il faudra le dire, c'est sur. Quand je pense un jour, ils ont été en vie, c'est à partir d'une photo, quelque chose comme ça, il y a vraiment ce rapport par rapport à ce qu'il est en train de filmer, finalement, il filme des absents, alors que là, non, pas du tout. Mais toujours, là, il y avait des très beaux passages aussi. Oui, par rapport à la poésie, pour moi, c'était naturel. Enfin,
Bien sûr, évidemment. Mais c'est bien de le dire, de le redire. Voilà, en tout cas, Alain Cavalier a la chance d'être un cinéaste qui est arrivé à un moment où il a fait des films dans un système classique du cinéma, parce qu'il n'y avait presque que ce système-là qui existait, et puis avec l'évolution de la technologie, de pouvoir faire un autre cinéma avec d'autres moyens, et donc de pouvoir faire aussi un autre cinéma, et donc, en un seul cinéaste, il a dans son œuvre comme ça deux facettes complètement différentes de faire des films. Et ça, c'est une chance, parce que les cinéastes plus anciens, ils n'ont connu qu'un seul système pour faire du cinéma. Bon, Hitchcock, par exemple, là, il n'a connu que le système hollywoodien. Et puis les cinéastes qui arrivent maintenant, ils peuvent faire un cinéma que comme ça, les cinéastes qui travaillent avec des petites caméras vidéo, un peu de la même façon qu'Alain Cavalier, Joseph Mandel ou moi, et ils connaîtront que ce système-là. Alors qu'Alain Cavalier, lui, c'est une chance, grâce à l'histoire, d'avoir pu être à la fois un cinéaste de l'âge classique du cinéma, puis un cinéaste de la première personne. Et donc ça, c'est vraiment, à mon avis, aussi une chance. Et apparemment, il est en train de tourner, après il a fait l'Irène. Oui, selon un même système. Oui. Et apparemment, en ce moment, il est sur un tournage plus lourd. Oui. Alors ça sera intéressant parce qu'il va revenir à un cinéma plus proche de ce qu'il faisait au départ, mais en même temps, avec toute cette expérience pendant 20 ans, cette expérience de cinéaste vraiment à la première personne, et donc j'imagine que le film qu'il fait avec plus de moyens sera très différent des films qu'il faisait dans les années 60 ou 70, parce qu'il y aura toute cette expérience-là, et justement, ça sera très intéressant de voir le résultat. Voilà. Merci beaucoup. Bonne continuation avec tous ces gens-là qui sont là pour vous emmener vers d'autres. Pause, on reprend à 14h30 à l'école. Donc, vous avez le temps de vous reposer, dormir, réfléchir un peu, déjeuner, pardon. Et donc on se retrouve à 14h30 et puis